Bonjour à tous. Merci d'être là. On va attendre une petite minute encore parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Si quelqu'un pouvait juste m'indiquer dans la conversation que vous voyez bien les slides, vous m'entendez bien, comme je n'avais pas de collègue pour vérifier au niveau de la connexion, ce serait super. Merci. On va démarrer. Je sais que vos emplois du temps sont bien chargés. De toute manière, le webinaire est disponible en replay, donc s'il y a des personnes qui arrivent un peu en retard, ils pourront voir les informations qu'ils auraient potentiellement manquées. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de vous connecter pour ce webinaire. Alors les règles sont toujours les mêmes, hein, je vous les repartage. Vous n'avez pas le droit d'activer vos micros pendant la conversation, pendant la présentation. Si jamais vous voulez prendre la parole à la fin, je peux vous autoriser de l'ouverture du micro, donc n'hésitez pas à demander. Le webinaire est enregistré. Je vous enverrai un mail avec le replay qui sera disponible, donc d'ici une semaine à peu près, le temps que les personnes puissent recouper la vidéo si besoin. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la conversation à me les poser. Comme ça, je peux y répondre au fur et à mesure ou du moins les reparcourir à la fin. Alors, pour rappel, ce webinaire fait partie d'un ensemble de webinaires qui est fait donc, dans le cadre de Open 2, donc pour améliorer la qualification de l'INS. Les 3 premiers sont déjà disponibles en replay, donc le travail sur l'organisation interne, l'amélioration de la saisie et la validation des identités, et le dernier qui était la gestion des discordances. Alors aujourd'hui, vous allez voir le webinaire, donc c'est sur l'amélioration via l'organisation interétablissement. Alors, il y a pas mal de choses que j'espérais vous présenter aujourd'hui qui, en fait, sont encore en discussion au niveau du Trois-Rives ou au niveau national. Voilà, je vais plutôt vous présenter l'état actuel et vous demander si vous avez des retours, des pistes qui pourraient nous aider dans ces groupes de travail, vous verrez. C'est un webinaire qui va être plus... comment dire, moins pratico-pratique pour les personnes qui sont au niveau des bureaux des entrées. Donc voilà, si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à vous déconnecter. Voilà, je vais essayer de rester quand même le plus clair possible pour tout le monde. Et puis je pense que ça peut vous intéresser, de serait-ce que pour du point de vue du patient, comprendre ce qui peut, les enjeux qui sont mis en jeu pour lui. Alors, au niveau des premières choses à faire, déjà pour améliorer au niveau inter-établissement la qualification, c'est de bien respecter les règles du RNIV. Donc ça, je le reprécise parce que j'ai eu des questions, que ce soit lors de visites ou lors de mails, des problématiques en particulier sur le premier prénom et sur la virgule dans la pièce d'identité. Donc j'ai refait j'ai posé les questions au niveau du Trois-Rives pour être certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on passe le même message. Donc si sur une pièce d'identité, il y a une virgule qui sépare les prénoms, vous n'avez pas le choix. Le premier prénom qui sera saisi dans votre logiciel sera ce qui est avant la virgule. Même si la personne, elle vous dit mon premier prénom, c'est pas ça, il y a une erreur sur ma carte d'identité. C'est de la responsabilité de la patiente ou du patient de faire corriger sa carte d'identité pour avoir le bon premier prénom. Vous, dans votre logiciel, il faut vraiment saisir le premier prénom avec une virgule, avant la virgule, si une virgule est présente sur la carte d'identité. Vous avez toujours la possibilité, dans le champ prénom utilisé, d'indiquer si jamais il y a une erreur et que la personne vous dit qu'il y a une erreur. Mais voilà, c'est vraiment la règle commune à appliquer pour tout le monde. Vous verrez les impacts en fait sur ce problème de premier prénom sont particulièrement flagrants au niveau des interactions avec l'EFS. Si chaque établissement a une règle différente, en fonction quand vous faites une demande au niveau de l'EFS, vous allez avoir des discordances et donc des problématiques à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une première étape, bien respecter les règles pour que ce soit le plus simple possible entre les établissements.
Ensuite, il y a également la problématique, le data matrix et l'entête avec l'INS qui doit être apposé sur les documents de santé. Donc normalement, dans vos logiciels, ça doit être mis à jour. Si ce n'est pas le cas, il faut se retourner vers votre éditeur de logiciels. Parce que c'est une obligation qu'ils ont de rajouter ces data matrix et ces entêtes. Donc c'est dans le cas d'une INS qui est qualifiée, d'une identité qualifiée. Il est obligatoire pour tout document de santé d'avoir ce data matrix et d'avoir cette entête sur les pages du document. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est obligatoire sur les documents qui ont des données de santé, mais ce n'est pas interdit de les mettre sur les documents qui n'ont pas de données de santé. Donc en particulier, si dans le cas de patients qui sont transférés d'un établissement à l'autre, vous avez des documents qui arrivent au niveau du bureau des entrées, rien ne vous empêche de rajouter ce data matrix, alors peut-être pas avec pas toutes les données, mais au moins le data matrix, ou du moins le statut de qualification sur ce document. Parce que si vous voyez le document avec un data matrix, ça indique que l'identité a été qualifiée au niveau de l'établissement adresseur. Et donc, ça peut donner une indication, voilà, si vous n'avez pas réussi, quand vous récupérez le patient, à récupérer une pièce d'identité, que le bureau des entrées de l'autre établissement a les pièces justificatives et va pouvoir vous indiquer, ben oui, effectivement, on a pu récupérer une pièce d'identité où il y a un passeport, ou au contraire, vous voyez qu'il n'y a pas de data matrix, et que vous savez que normalement l'établissement les rajoute, vous savez qu'ils ont eu des difficultés à qualifier l'identité. Et si ça fait un moment qu'ils n'arrivent pas à récupérer une pièce d'identité, peut-être que vous passerez l'énergie pour essayer de récupérer une pièce d'identité sur un autre patient et pas pour ce patient-là. Voilà, donc ça c'est une piste, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste que vous avez la possibilité de le faire et ça peut, si vous avez des établissements avec lesquels vous êtes souvent en relation, ça peut être intéressant de se rendre l'appareil de chaque côté pour avoir cette information supplémentaire. Ensuite, on va faire une grosse parenthèse, enfin plus un gros sujet sur la gestion de l'identité de l'usager non physiquement présent. Donc ça, en pratique, je ne pense pas que vous les ayez dans vos établissements à vous, mais c'est plutôt si vous envoyez des analyses, par exemple, à un laboratoire externe, il faut comprendre que le laboratoire, il ne va jamais rencontrer le patient. Donc, il ne va pas avoir la possibilité de lui demander sa pièce d'identité et il ne va pas avoir la possibilité de valider son identité. Attendez, parce que je crois que j'ai du monde dans la salle d'attente. Vous allez peut-être faire entrer, parfait. Du coup, si la personne ne se rend pas, ne peut pas se rendre ne va jamais être en présentiel dans la structure va se retrouver systématiquement avec des identités au statut provisoire. Et donc, en particulier pour les laboratoires, les résultats ne seront pas envoyés sur le DMP puisqu'ils ne seront jamais sur un statut qualifié. C'est pour ça que dans le RNIV, il a été rajouté dans le RNIV 1 la gestion de l'identité de l'usager non physiquement présent, donc en particulier pour ces cas de laboratoire, par exemple. Il faut comprendre le principe, c'est que du coup, la validation de l'identité va se reposer sur l'établissement qui fait la demande d'analyse. Donc le laboratoire, en fait, il va dire, moi, on m'a transmis une identité qui a été validée et je vais me baser sur cette validation. Je ne vais pas pouvoir la faire moi-même, mais je vais récupérer la validation de l'établissement qui m'a envoyé le patient. Donc en pratique, pour faire ça, il va falloir faire ce qu'on appelle un contrat de confiance. Donc un contrat de confiance, ça va être une clause en fait entre les deux établissements et qui va indiquer que l'établissement adresseur s'engage à réaliser un contrôle une vérification de l'identité du patient qui respecte les bonnes pratiques du RNIV et donc que l'établissement à qui on adresse ce patient-là va pouvoir faire confiance à cette identité. Donc,
Pour information, il y a un groupe de travail en cours au niveau du Trois-Rives pour vous proposer un modèle de contrat de confiance. Alors, quand je dis un modèle de contrat de confiance, il y aura peut-être plusieurs modèles de contrat de confiance en fonction du type de situation, puisque le contrat peut être plus ou moins simplifié en fonction du type de demandes qui vont être effectuées. Par exemple, on peut avoir le cas d'un laboratoire qui est extrêmement spécialisé et qui va être en relation avec des établissements de santé de la France entière. On n'imagine pas devoir contractualiser avec un document de 3 pages avec tous les établissements nationaux. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra juste rajouter une case à cocher au niveau de la demande d'analyse en disant « Je m'engage, j'ai bien respecté les bonnes pratiques d'identité-vigilance pour l'identité de ce patient ». Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va réfléchir en groupe de travail. J'espérais que ce soit un peu plus avancé pour vous proposer déjà des trames aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Mais voilà, sachez qu'on va vous aider sur ces points-là en vous proposant des trames. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de contrat de confiance, par contre, l'identité qui sera transmise restera au statut provisoire au niveau de l'établissement receveur. Donc, du coup, dans le cas d'un laboratoire, en fait, l'identité sera toujours provisoire, il ne verra jamais son patient et donc il ne pourra jamais envoyer les résultats au DMP. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Donc là, si je vous perds, c'est pas très grave. C'est plus que c'est des données qui sont indiquées dans le RNIV et qui sont peut-être pas forcément très simples à comprendre à la première lecture. Donc, je vais essayer de vous les décrypter un peu. Sinon, vous les reprendrez à tête reposée si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Voilà, je voulais en tout cas vous en parler parce que c'est assez abrupt au départ. Donc l'idée, quand on a mis en place ce contrat de confiance, donc on a deux possibilités de transmettre une identité. Soit c'est une identité qui est transmise via un papier, donc via le data matrix sur un document, soit c'est une identité qui est transmise via flux informatique. Donc là, dans le premier cas, on va faire le cas avec une identité qui est transmise par papier. Donc le principe, je vous l'ai dit, c'est que quand on a un contrat de confiance, on va pouvoir faire confiance à la validation de l'identité qui a été faite par l'établissement émetteur. L'établissement récepteur, il n'a pas le droit, si on lui donne là un patient qui est au statut qualifié, il n'a pas le droit de dire tout bêtement, bon, il est qualifié, je le récupère en qualifié. Il va falloir déjà qu'il fasse un appel au téléservice de récupération, donc le même téléservice auquel vous appelez quand vous créer une identité ou quand vous modifiez une identité dans votre gamme. Et en fonction de la réponse de ce téléservice, il va pouvoir soit rapprocher l'identité à un usager connu, s'il était déjà connu dans votre base du récepteur, soit créer une autre identité connue, mais en conservant quand même le statut de validation. Je vais vous montrer un tableau, vous allez voir, ce sera peut-être un peu plus clair, ou pas, parce que le tableau n'est pas très simple. Donc vous avez en haut le statut de l'identité qui est dans le SI local, donc celui à qui on envoie le patient, au moins l'identité. Et dans la ligne du bas, vous avez le statut de l'identité qui était reçu. Donc au format papier, de toute manière, on a deux statuts. On a soit il y a un data matrix dessus et l'identité au statut qualifié, soit il n'y a pas d'identité, soit il n'y a pas de data matrix, et du coup on ne sait pas quelle est l'identité, quel est le statut de l'identité. Donc, on considère qu'elle est provisoire. Quand c'est provisoire, l'identité sera créée en provisoire. Donc, je ne l'ai pas mis dans mon tableau. Là, j'ai mis juste l'identité reçue et qualifiée. Donc, comme vous avez un contrat de confiance, je vous expliquais, vous allez conserver la validation de l'identité. Donc, au pire des cas, on va dire, le statut de l'identité sera au statut validé. Par contre, si en fonction du statut, je suis désolée, c'est un peu compliqué. En fonction du statut de l'identité que vous connaissez dans votre système local initialement, vous allez pouvoir passer au statut qualifié. Donc, bien évidemment, si votre identité était déjà qualifiée et que vous avez donc une INS qui arrive sur le même INS, vous allez automatiquement rapprocher ces deux identités et il sera au statut qualifié, pas de souci. Si chez vous, il était au statut récupéré, vous connaissez déjà l'INS, on vous envoie une identité qui a le même INS, c'est pareil, ça va se rapprocher. Et comme vous gagnez la validation via votre contrat de confiance, votre identité va gagner en gamme et va monter en gamme et va être au statut qualifié. Si jamais l'identité n'était pas connue chez vous,
ou qu'elle était au statut valide, là, il va falloir faire appel au téléservice de récupération. C'est-à-dire qu'on vous envoie une INS, vous n'avez pas le droit de dire tout de suite oui, je la récupère comme ça. Il faut que vous fassiez appel au téléservice de vérification avec les traits, de récupération avec les traits qui vous ont été transmis. Et si jamais le retour du téléservice, c'est bien une identité unique qui a été trouvée, dans ce cas-là, vous allez pouvoir intégrer l'INS dans votre identité. Et donc, vous allez vous retrouver, c'est dans les deux colonnes, identité non connue, la case qualifiée, et identité valide, la case qualifiée. Par contre, si jamais le téléservice de récupération, il vous envoie aucune identité trouvée ou plusieurs identités trouvées, là, vous ne serez pas en qualifié, vous aurez la possibilité d'avoir une identité, mais qui sera au statut validé. Voilà, bon, si vous n'avez pas tout compris à ce tableau-là, ce n'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'avantage du contrat de confiance, c'est que dans quand même pas mal de cas, ça vous permet au laboratoire ou à l'établissement qui verra jamais le patient de récupérer quand même des identités qualifiées et donc de pouvoir conserver ce statut qualifié dans toute la prise en charge du patient. On a la possibilité aussi d'envoyer cette identité, donc pas par papier, mais par flux informatique. Donc on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le contrat de confiance pour garder la partie validation. Il faut faire appel au téléservice de récupération pour pouvoir intégrer l'INS, sauf si l'INS était déjà connu chez vous. Et là, alors n'ayez pas peur, vous avez un tableau qui est un peu plus compliqué, puisque vous avez en flux informatique, vous allez avoir différents statuts d'identité. Vous allez avoir l'identité provisoire, comme on avait dans le cas précédent. Donc, dans ce cas-là, vous resterez en identité provisoire. Mais vous avez aussi la possibilité d'indiquer dans votre flux si l'identité est validée ou qualifiée. Le statut récupéré, il n'est jamais transmis, donc vous ne serez que dans le cas validé ou qualifié. Donc, pour le cas qualifié, c'est la même chose qu'au statut qu'avec le papier, que les flux papier qu'on a vus. Vous aurez dans les mêmes cas les qualifications avec récupération ou téléservice ou pas. Et quand vous êtes en statut validé, c'est pareil, ça va dépendre de votre statut de l'identité qui était déjà connue chez vous. Donc si elle est seulement validée dans l'identité qui est envoyée, chez vous, forcément, si vous ne connaissiez pas l'INS, vous ferez appel au téléservice de récupération. Et si le téléservice renvoie une seule identité, dans ce cas-là, vous pourrez qualifier votre identité. Si vous avez aucune ou plusieurs identités trouvées lors du retour du téléservice, vous resterez au statut validé. Voilà, donc ce tableau, il est disponible dans le RNIV. Je voulais juste en parler une première fois parce qu'il est quand même voilà, assez ardu. C'est pas sûr que vous en ayez besoin, vous, dans votre situation propre, mais au moins vous comprenez un peu le principe de la transmission de l'INS et de comment est-ce qu'on peut améliorer ce circuit général. Alors là, je vous parle de contrat de confiance depuis tout à l'heure. Et en fait, on s'est posé la question, parce que je vous en avais un peu parlé même au début des webinaires, sur le fait de mettre en place des contrats de confiance dans les GHT pour que justement vous puissiez faire ce contrat et qualifier une identité d'un côté et qu'elle soit qualifiée de l'autre. Bon, alors, en réfléchissant sur ces sujets-là, au niveau du Trois-Rives et avec la DNS, on s'est dit que le cas était quand même différent de ce qui est marqué dans le RNIV, puisque dans le RNIV, la gestion du contrat de confiance est vraiment liée au fait que l'usager ne soit pas physiquement présent. Et là, dans le cadre qu'on voulait faire au niveau du GHT, en fait, le patient, vous allez le voir arriver dans vos établissements s'il passe d'un établissement à un autre du GHT. Donc, on sort de ce cadre-là parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'impossibilité de qualifier l'identité en lui demandant de présenter sa pièce d'identité. Par contre, il y a quand même une réflexion qui est que dans le cas d'un GHT, si on a mis une charte d'identité-vigilance en commun, qu'on s'est mis d'accord sur les règles, on peut se dire quand même que la partie validation, on pourrait se reposer sur la validation faite dans un autre établissement. Par contre, effectivement, si on permet des choses comme ça, ce sera que sur des cas vraiment ponctuels de circuit de patient dans lequel on va prouver qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la pièce d'identité du patient. Donc c'est pour ça, là je voulais vous présenter ce slide-là et surtout vous demander si vous avez des situations de prise en charge qui vous parlent, où vous vous dites, en fait, il va aller faire tel type de prise en charge dans tel établissement et potentiellement à un moment donné, il va revenir dans mon établissement
mais moi, je ne le verrai jamais repasser, je n'aurai pas la possibilité de qualifier son INS, et on est dans le cadre d'un même GHT et on a une charte d'identité-vigilance commune. Voilà, si vous avez des cas comme ça, très factuels sur, voilà, ça nous a, enfin comment dire, on est très preneur parce qu'on va discuter avec ça au niveau du 3 Rives avec la DNS et on pourra ensuite créer un document qui sera tamponné par tout le monde pour vous permettre de faire voilà, des petites entorses entre guillemets au règlement du RNIV si on trouve des situations vraiment pertinentes pour le faire. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire sur ce webinaire. Vous avez vu, il était assez différent des webinaires précédents, donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas, dans tous les cas, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres, à me contacter, soit sur ma messagerie mail, soit sur ma messagerie sécurisée de santé, s'il y a des données de santé. Je vous ai remis les ressources, mais c'est tout le temps les mêmes, avec les ressources aussi sur la partie Open 2 au niveau de l'ARS ou au niveau du GCS SARA en fonction de vos questions. Alors, je vais regarder les questions-réponses, je n'ai pas du tout le temps de les lire en parallèle. S'il y en a, j'en avais pas eu du tout au niveau de la préparation du webinaire, contrairement aux autres. Donc, on va regarder ça. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Je vais regarder. Alors, il y a une seule question qui est le contrat de confiance pour les prises en charge de type téléexpertise. Alors, vous êtes dans quel cadre, du coup, vous faites une téléexpertise via un outil ou ça arrive par messagerie sécurisée de santé? Ça se passe comment? Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à votre question dans l'immédiat, mais c'est juste pour au moins bien la comprendre et pouvoir... Ah, vous n'avez pas de micro. Pas de souci. Soit par écrit, soit sinon vous m'enverrez votre question par mail ou ou un peu plus tard. Oui, alors là, donc du coup, les analyses un laboratoire du CHU. Donc là, vous êtes dans le cas d'un établissement qui est dans le même GHT, mais dans lequel il n'y a pas de référentiel d'identité commun, j'imagine. Là, pour moi, vous pouvez contractualiser entre le laboratoire du CHU et l'établissement sanitaire qui veut lui envoyer l'analyse. Il y a pas, là, il y a effectivement, vous êtes dans le cadre du contrat de confiance puisqu'il n'y a pas le patient n'est pas physiquement présent au moment de l'analyse du laboratoire. Donc au niveau des demandes d'avis faites par les médecins généralistes, oui, alors il faut que je creuse la question. Alors attendez, parce que j'ai tout qui défile. Un dossier créé pour le patient pour qui on fait la demande de téléexpertise sans voir le patient. Et là, actuellement, le dossier, vous avez le statut de qualification de l'identité qui est indiqué dans ce dossier-là. Vous faites ça avec les outils du GCS SARA ou pas du tout? C'était la première question. Ou vous êtes sur un outil téléexpertise autre? Ok. Eh bien, il faut que je creuse ce point-là. Je n'avais pas la réponse non plus pour les outils régionaux, mais effectivement, c'est une question qui se pose. Ce serait intéressant effectivement de pouvoir avoir je pense que vous êtes dans le cadre du contrat de confiance. Donc, à mon avis, vous pouvez créer un contrat de confiance avec la personne qui vous envoie la demande de téléexpertise. Après, il faut voir si justement dans quel cadre du contrat vous pourriez être, parce que là, je pense qu'il faut un contrat assez allégé et pas avoir à contractualiser 3 pages pour chaque demande de téléexpertise. Je vais creuser ce point-là, du coup, on va en parler dans les groupes de travail et je reviendrai vers vous. Et du coup, oui, je vais vous activer votre micro si je vous retrouve. Si vous pouviez juste lever la main, peut-être, comme ça vous fera remonter dans ma conversation, je pense. Madame, super. Hop.
Voilà, vous avez le micro autorisé, donc vous devez pouvoir l'activer normalement. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Je pense Oui. que c'est bon. Par rapport à vos identités qu'on ne trouve pas, quand on interroge l'INSEE et donc Oui. avec le message identité non trouvée, Oui. malgré que la saisie soit parfaitement correcte, en adéquation bien sûr avec la carte d'identité. Là, j'ai notamment 2 patientes pour lesquelles ça reste vraiment un mystère. J'en ai une très récente là d'il y a 15 jours, c'est Marie Trédunion Alors, on va pas Laure. on va pas donner les noms là parce que du coup, comme c'est Ah non, enregistré en replay. non, Voilà. non, là, non, c'est pour ça que je vous dis juste Marie Trédunion Laure. D'accord, Je très ne bien. dirai pas le nom parce que je sais bien que je ne peux pas. Donc, Marie Trédunion Laure, que moi j'ai bien noté comme ça. Sur la carte d'identité, bien sûr, c'est de même. Alors, ça ne me trouvait pas, donc j'ai tout essayé. Marie sans le trait d'union, malgré que ça soit un trait d'union sur la carte d'identité. Oui. J'ai tout essayé, impossible. Pas de nom de jeune fille, enfin, que le nom de jeune fille, pas de nom d'épouse, enfin. Oui, alors des fois, effectivement, on n'arrive pas à les retrouver. Impossible. Alors, pour ces cas-là, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer par messagerie sécurisée de santé. Donc, vous me donnez leur nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Si vous avez le numéro de sécurité sociale aussi, je suis preneuse. Donc, bien sûr, messagerie sécurisée de santé. Et comme ça, moi, je peux faire des essais d'appel au téléservice de mon côté, puisque j'ai un appel au téléservice. Enfin, comment dire, nous, on l'a développé pour les outils régionaux, mais j'ai le retour technique. Donc, j'ai parfois des informations que vous n'avez pas, vous, au niveau de vos logiciels. Et de la même façon, on peut regarder aussi au niveau des droits à la sécurité sociale ou au niveau des DMP s'ils sont ouverts pour voir s'il y a une erreur dans l'identité côté INSI pour pouvoir faire la demande de correction après. Mais effectivement, des fois, on a des erreurs et on ne peut pas les trouver parce qu'il suffit qu'il y ait une faute de frappe qui a été faite côté INSI. Il y a une lettre qui est changée dans le prénom et elle ne sera jamais retournée, cette identité. Donc voilà, effectivement, sur ces cas ponctuels, n'hésitez pas à me contacter. Je peux regarder pour essayer de vous aider. D'accord, bon, ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Pas de souci. Au revoir. Et du coup, Monsieur Moreau-Gaudry, vous parliez du prénom, c'était par rapport à l'intervention qui était faite juste là, c'est ça? C'était le tiret sur le prénom? Je ne suis pas sûre d'avoir... bon, ça doit être ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet du jour. En tout cas, voilà, clairement, si vous avez des difficultés sur la qualification de certaines identités, n'hésitez pas. Ça permet de temps en temps de détecter des anomalies en fait, au niveau des logiciels d'identités qui devraient pouvoir se qualifier et où le logiciel ne fonctionne pas encore tout à fait de manière optimale. Donc n'hésitez pas à les remonter. Voilà, on sait qu'il y a des identités qui sont incorrectes dans la base INSI. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais en tout cas, ça a été bien remonté au niveau national et il y a des travaux qui sont en cours pour retravailler sur la base de données qui est appelée au téléservice. Donc, j'ai bon espoir que à moyen terme, on ait des corrections sur ces identités-là. Pour l'instant, voilà, ce n'est pas le cas, mais on essaye de faire avancer ce sujet-là. Oui, effectivement, donc je revois le commentaire erreur de frappe sur le prénom. Oui, alors c'est une astuce que je donne régulièrement dans les webinaires. Vous pouvez essayer, donc c'était pour Madame Rousseau, de faire volontairement une erreur sur le prénom au niveau de l'appel au téléservice. Donc, je ne vous demande pas de modifier votre identité au niveau de votre base locale d'identité. Mais si au moment de l'appel, vous avez une petite fenêtre qui indique avec quoi vous faites appel, vous pouvez rajouter un X à la fin du prénom. Je l'ai fait, votre astuce, parce vous que l'avez faite, voilà, j'ai assisté à tous vos webinaires. Super, donc ça n'a pas marché. Très bien. Ben, j'ai essayé de suite après pour une ancienne depuis, ça fait 1 an que j'ai un souci. Ah j'ai essayé sur cette patiente-là. De suite après, ça n'a pas marché. Sur certaines identités, on n'y arrive pas. Hein. Vraiment, il y en a quelques-unes, c'est assez peu, mais il y en a quelques-unes, effectivement, qu'on n'a pas réussi à qualifier. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi tout ça. Merci beaucoup pour l'astuce, mais effectivement, j'avais essayé sans succès. Et alors, le téléservice ne fonctionne pas fréquemment le jeudi. Alors, c'est vrai que la dernière panne, je crois que c'était un jeudi ou peut-être un mercredi, un jeudi. Mais voilà, c'est assez rare, je dirais quand même. Donc, si vous avez des
des anomalies récurrentes, n'hésitez pas, si vous avez un souci, à me remonter pour savoir si c'est que dans votre établissement qu'il y a la problématique. Parce que ça peut être aussi des modes d'implémentation pour l'appel au téléservice qui ne seraient pas faits de manière optimale. Parce que personnellement, je l'utilise. Bon, alors, je ne suis pas au bureau des entrées, hein, donc je ne le fais pas au quotidien à tout moment, mais j'utilise quand même tous les jours et j'ai très rarement des pannes vraiment sur le téléservice. Donc, quasi tous les jeudis. Il y a normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai une idée de panne qu'il y a eu dans le mois, mais pas plus que ça normalement. Donc, si jamais ça se reproduit un jour, faites-moi signe, comme ça je testerai en direct si ça marche de mon côté. Et je pense qu'il faudra voir au niveau de votre éditeur de logiciel peut-être. Voilà, on arrive à la fin de la demi-heure. Je crois que c'est le premier webinaire où je tiens en une demi-heure, donc on est pas mal. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Le prochain webinaire sera aussi assez court, je pense, parce que c'est plus sur la partie formation, documentation, etc. Mais voilà, n'hésitez pas, même si vous avez des questions sur d'autres points que vous voulez qu'on revoie au prochain webinaire, vous me les communiquez avant et comme ça, je peux prévoir de parler un peu dessus à ce moment-là. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée à vous. Au revoir.